La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de règlement est un moment important car il est l'occasion pour le Parlement d'exercer sa fonction de contrôle, c'est-à-dire de vérifier que ce que nous avons voté en loi de finances initiale ou en loi de finances rectificative a bien été exécuté par le gouvernement. Alors je sais que c'est souvent une étape de notre vie démocratique qui est moins médiatisée que la loi de finances. Je le regrette, mais en tout état de cause, elle est essentielle pour notre démocratie. C'est aussi l'occasion de débattre des politiques publiques qui sont menées et des résultats obtenus au fil des années. Alors pour ma part, je retiendrai de ce projet de loi de règlement 3 messages. Le premier, 2015 a marqué une année d'assainissement de nouveau des finances publiques. Ainsi, le déficit public, c'est-à-dire toute administration confondue, a baissé, et il a baissé plus que ce que nous avions voté. Il a baissé grâce à une maîtrise inégalée de la dépense publique. Le deuxième constat, les dépenses publiques ont été maîtrisées, certes, mais sans remettre en cause les priorités du gouvernement. Et enfin, le troisième message me paraît être une attention particulière à porter à la fiscalité des ménages. Comme l'a rappelé Monsieur le ministre, l'impôt sur le revenu a baissé en 2015, mais il y a d'autres taxes et impôts qui ne sont pas tous à la main du gouvernement, loin de là, qui ont continué à augmenter sur cette même année, et j'y reviendrai tout à l'heure. Premier message sur le déficit public. Le déficit public, c'est-à-dire le déficit de l'État, des administrations de sécurité sociale et des collectivités locales, est à son niveau le plus bas depuis 2008. Il a baissé plus que ce que nous avions voté en loi de finances initiale, puisqu'il représente 3,6% du PIB, alors que nous avions voté une loi de finances initiale avec un déficit public à 4,1% du PIB. Au total, nous avons baissé le déficit de 1,5 point de PIB depuis le début de la législature, alors que je rappelle qu'il avait augmenté sous le précédent quinquennat. Cette évolution, combinée à une gestion active de la dette, a conduit à avoir une augmentation de la dette moindre que prévu. Ce débat a donné lieu à de longues discussions en commission des finances. Je n'y reviendrai pas, mais le principe est le suivant. Il y a eu plus de primes d'émission qu'en 2014, 22,7 milliards d'euros, ce qui fait que ça a conduit à diminuer le besoin de financement qui était de 70 milliards, un peu plus, à 50 milliards du fait de ces primes d'émission qui ont été reçues. Si nous en revenons au déficit public, il y a essentiellement 2 composantes qui ont contribué à sa diminution en 2015. La première, c'est l'État. La seconde, ce sont les collectivités locales. Je voudrais dire un mot de la manière dont avec laquelle la Cour des comptes a présenté la réduction de ce déficit pour l'État. Elle a utilisé la comptabilité budgétaire. Cette comptabilité budgétaire, c'est en quelque sorte un thermomètre à géométrie variable, puisqu'il y a des retraitements et des interprétations qui peuvent être intégrées à ce déficit mesuré en comptabilité budgétaire. Pour ma part, je regrette, et je le dis ici devant la représentation nationale, je regrette cette polémique qui a été initiée par la Cour des comptes, alors qu'il suffit d'utiliser la comptabilité nationale, qui, elle, ne bouge pas, qui a des règles extrêmement précises, et qui montre, et la Cour des comptes le reconnaît également, que le déficit de l'État a bien baissé de 4 milliards d'euros entre 2014 et 2015. Alors cette baisse du déficit a été permise grâce à une maîtrise très serrée des dépenses publiques. Tout d'abord, qui a reposé sur 3 piliers. Tout d'abord, et Monsieur le ministre l'a rappelé, un respect strict des normes de dépenses. Deuxièmement, le gouvernement a mis en place au début de l'année 2015 une réserve de précaution qui atteint 11 milliards d'euros, ce qui était un montant inégalé, ce qui permet de faire face à des imprévus qui peuvent survenir au cours de l'année. Troisièmement, il n'y a pas eu de fuite en avant, c'est-à-dire des reports qui auraient augmenté d'une année sur l'autre, puisque les reports de 2015 sont quasiment équivalents à ceux de 2014. À noter que cette gestion a dû faire face aussi à des dépenses supplémentaires, puisque l'État a pris à sa charge 7,9 milliards d'euros de dépenses en plus
dont 4,75 milliards d'euros au titre de la compensation du pacte de responsabilité et de solidarité. Deuxième message de cette loi de règlement, les priorités du gouvernement ont été respectées. Ainsi, si les dépenses nettes du budget général de l'État ont baissé de 10,6 milliards d'euros entre 2014 et 2015, celles qui ont été réalisées au profit des priorités du gouvernement ont été en progression en 2015. L'éducation nationale a vu ses crédits progresser de 2% sur l'année 2015. La gendarmerie nationale et la police nationale ont vu leurs crédits augmenter respectivement de 0,9 et 2,50 sur l'année 2015. La défense a vu ses crédits progresser de 2,6% en 2015 par rapport à 2014. La justice de 2,50% en 2015 par rapport à 2014. La majorité des autres missions ont donc du coup vu leurs crédits légèrement baisser en 2014 par rapport à 2015. Lors de notre commission des finances, Monsieur le ministre, un débat a porté sur les annulations de crédits en net 2,4 milliards d'euros. Aussi, la question qui est survenue, c'est quelle est la part à l'intérieur de ces 2,4 milliards d'euros, quelle est la part qui est réservée à l'investissement et la part qui était réservée au fonctionnement. Notre commission souhaiterait avoir votre éclairage sur ce point. Ces priorités, tout naturellement, ont été reflétées aussi dans les créations de postes. 10 000 postes temps plein ont été réellement créés et pourvus dans l'éducation nationale, 900 dans la justice, 1 500 au sein de la police et de la gendarmerie nationale. Troisième message, protéger les ménages doit être, ou en tout cas doit être une priorité qui doit être renforcée. Alors c'est un point que nous avons étudié et examiné lors de notre commission des finances. Les prélèvements obligatoires sont stables, ils représentent sur la période 2013-2015 à 44,7% du PIB, c'est-à-dire de la richesse que nous créons chaque année. Je rappelle qu'ils avaient augmenté entre 2010 et 2012 de 2,8 points de PIB. Donc c'est ainsi la première fois depuis 2000, la première fois, je me permets d'insister sur ce point, mes collègues, que les prélèvements obligatoires et les déficits baissent en même temps, ce qui prouve bien que c'est la discipline budgétaire sur les dépenses qui a permis d'obtenir ce résultat. Sur les prélèvements obligatoires, nous avons, à l'intérieur du rapport qui a été remis ce jour, présenté une vision des choses en découpant entre ce que payent les ménages et ce que payent les entreprises, qu'il s'agisse de la fiscalité ou qu'il s'agisse des cotisations sociales. Alors je sais que ce partage des choses peut faire débat. Pour ma part, je crois qu'il est essentiel à la fois économiquement et socialement. Économiquement, parce que quand on transfère de la fiscalité des entreprises vers les ménages, on est évidemment en droit de connaître l'efficacité de ces exonérations fiscales. Socialement, parce que certaines taxes ont augmenté au cours des 10 dernières années et certaines ne sont pas appuyées sur le revenu des Français, mais sont un montant qui est l'équivalent ou quasiment équivalent pour tout le monde. Et donc, je crois que la notion de reste à vivre est extrêmement importante. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur ces bancs, je voudrais rappeler quelques chiffres. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les impôts, taxes et cotisations payés par les ménages sont passés de 22,9% du PIB à 24,2%. En euros sonnants et trébuchants, parce que je sais que notre président de la commission des finances les apprécie, ça fait 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Dans le même temps, ces prélèvements et taxes ont également augmenté pour les entreprises de 36 milliards d'euros. Depuis 2012, il y a eu une baisse réelle des taxes, impôts et cotisations sur les entreprises qui sont passées de 19,65 points de PIB à 19,27 points de PIB à la fin de l'année 2015. Ces résultats découlent directement du CICE et du pacte de responsabilité. Désormais, pour un salarié rémunéré au SMIC, les cotisations patronales représentent 10% du montant du salaire brut contre 20% en 2007 ou encore en 2012. Puisque la question m'a été posée en commission des finances, désormais un salarié français qui est rémunéré au SMIC dans une entreprise ici en France revient à son employeur à 1 609 € par mois. D'après une note de la Direction générale du Trésor qui a été publiée il y a quelques jours, si cet employé était de nationalité polonaise, payé au SMIC avec des cotisations sociales versées en Pologne, le coût revient à 1 756 € par mois.
et en Roumanie à 1 619 € par mois. Donc je voudrais montrer l'effort qui a été fait par la France pour absolument sur ce que certains appellent le coût du travail, ce n'est pas un terme que j'aime mais que je vais reprendre ici. La France, avec les efforts qui ont été faits sur le CICE et le pacte de responsabilité pour des salaires au niveau du SMIC, est largement en dessous. Mais revenons-en aux ménages. Il y a bien eu des baisses d'impôts sur le revenu, et Monsieur le ministre l'a rappelé. Mais d'autres taxes et impôts ont continué à progresser. Et aussi, mes chers collègues, j'en appelle à la vigilance du gouvernement et de notre majorité sur ce point. Tout mis bout à bout, on constate que depuis 2007, 2,6 points de fiscalité de PIB ont été basculés des entreprises vers les ménages. En termes concrets, ceci signifie que les ménages ont payé plus pour que les entreprises payent moins. Je crois qu'il est désormais extrêmement important que chaque fois qu'une mesure fiscale sur les ménages soit envisagée, on puisse intégrer le reste à vivre des ménages. Je crois qu'il est aussi indispensable, et notre commission des finances a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme sur ce point, que toutes les dispositions fiscales puissent être abordées en loi de finances. Tout simplement parce que ça permet de faire des additions, ça permet d'avoir une vision globale de ce que payent les ménages, de ce que payent les entreprises. À l'occasion du rapport sur l'application des lois de finances que nous remettrons dans quelques jours en juillet, les administrateurs de la commission des finances, que je salue, ont fait un recensement de l'ensemble des dispositions fiscales qui ont pu être votées dans différentes lois qui ne sont pas des lois de finances. La liste est pas plus longue qu'auparavant, mais elle n'est pas non plus moins courte. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important que nous puissions concentrer ces dispositifs fiscaux au sein des lois de finances pour qu'il puisse y avoir une consolidation et que cette notion du reste à vivre des ménages puisse être prise en considération. Pour conclure, je voudrais revenir aux questions qui nous sont posées lorsqu'on examine une loi de règlement. La mise en œuvre de la loi de finances 2015 a-t-elle été conforme à ce que nous avions voté? Mes chers collègues, la réponse est oui. C'est pour ça que je vous invite à adopter ce projet de loi de règlement. Merci, Madame la rapporteure générale. La parole est à Monsieur Gilles